L'un est commissaire de police, s'appelle Frédéric Loos. Bonjour. Bonjour. L'autre est journaliste, spécialiste dans les crimes, l'investigation. C'est Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric. Bonjour à Et vous. vous publiez tous les deux Insécurité, stop à la descente aux enfers aux éditions Fayard. Quand on finit la lecture de votre livre, on se dit le pays va vraiment mal, Frédéric Loos. Oui, parce que les questions de sécurité sont des questions fondamentales. Le droit à la sécurité, c'est la promesse de l'État. Je renonce à la justice privée. En contrepartie, l'État assure ma sécurité, la fonction de justice avec un grand J. Et aujourd'hui, sur le temps long, parce que ce qui est intéressant, c'est le temps long, on va y revenir, la sécurité s'est fortement dégradée, et en particulier pour les personnes les plus défavorisées. En 1960, seulement 500 000 crimes et délits pour une population de 46 millions d'habitants. Aujourd'hui, 3,6 millions de crimes et délits. Alors, on est plus nombreux, on est 67 millions, mais enfin, ça a augmenté plus vite que la population. Frédéric Absolument, Ploquin. mais au-delà des chiffres, les chiffres bon, sont parlants, nous explosent à la figure, effectivement, littéralement. Mais au-delà des chiffres, ce que nous, on veut raconter dans ce livre, c'est que derrière chaque chiffre, derrière chaque cambriolage, derrière chaque agression, derrière chaque attaque, vol, il y a une victime. Et qu'il ne faut pas juste considérer. Nos élites, nos technocrates brassent les chiffres. Oui, c'est plus temps, c'est moins temps, etc. Mais en fait, Il y a des histoires derrière les chiffres. derrière, il y a de l'humain et les crimes et délits, c'est à chaque fois un drame humain derrière. Et c'est ça qu'on veut raconter, souligner. Et Frédéric Loos, qui est commissaire de police et qui a été toute sa vie sur le terrain, n'a eu de cesse, c'est ça qu'il raconte aussi, d'être confronté à ces victimes. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui observait des courbes depuis le ministère, depuis un bureau de la place Beauvau. C'est quelqu'un qui était confronté dans sa chair et dans le quotidien, justement, aux pleurs, aux larmes, aux difficultés des victimes de cambriolage. Un cambriolage, il y a des gens pour qui c'est rien. Un cambriolage, c'est bon, ok, c'est un de plus, un de moins, c'est rien. Mais dès lors que vous êtes commissaire et que vous êtes confronté à la victime que c'est chez vous, c'est une intrusion. Bah, c'est le sentiment un- d'être en danger chez soi, alors qu'on pense que chez soi, on est Absolument. protégé de tout. Et du coup, derrière chaque chiffre, c'est ça qu'on veut dire, il y a vraiment un drame. Frédéric Loos. Effectivement, les victimes, depuis une quarantaine d'années, ont été reléguées, et l'accent a été mis sur la défense, l'exaltation des droits individuels, la défense des auteurs, des mis en cause, des prisonniers. Pour des raisons humanitaires, on a déplacé le curseur et on a oublié l'efficacité policière. On a oublié de protéger la population. Et ces chiffres qui correspondent à l'augmentation de la population française sont particulièrement choquants. Et ce livre est aussi une alerte, un coup de tocsin. Pourquoi? Est-ce que sur les tendances longues, si l'espérance de vie des Français, qui est de 85 ans à peu près pour les femmes et de 79 ans pour les hommes, se mettait sur 20 ans à baisser, et de 20 ans, on trouverait pas ça normal en disant mais c'est comme ça, c'est l'évolution. Si le taux de mortalité, qui était de 55 pour 1000 en 1950 et qui est aujourd'hui de 5 pour 1000, revenait à 55 pour 1000 à la naissance. On ne trouverait pas ça normal. Si le taux d'alphabétisation qui est à 99% de gens aujourd'hui en France alphabétisés tombait à 70%, tout le monde dirait c'est choquant. Donc aujourd'hui, sur le temps long, cette insécurité qui augmente avec le coût pour la nation, le coût économique, etc. C'est Et vous absolument l'attribuez anormal. à quel facteur, cette montée de l'insécurité? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a un effet ciseau, c'est-à-dire que au moment où la délinquance se massifiait, alors ça a commencé en réalité certainement dans les années 70, donc en période de croissance économique, hein, après mai 68, où on a commencé un peu à contester la notion d'autorité, à affaiblir la dissuasion judiciaire. Vous avez des délinquants qui se sont dit, eh ben, ça vaut le coup, puisque l'entreprise criminelle n'étant pas entravés, se sont dit ça vaut le coup de faire un parcours de cambrioleurs, de voleurs, de délinquants, etc. Et après, dans les années 80, clairement, il y a l'idéologie de la défense sociale nouvelle, les années Badinter, parce que au-delà de l'homme qui est très respectable, Qui va bientôt entrer au Panthéon. voilà. Mais vous avez aussi, petit à petit, on a affaibli l'autorité judiciaire, et je dis bien avec un effet ciseau, au moment où la délinquance se massifiait, où en même temps les frontières s'ouvraient, on a ce processus inverse
de lent désarmement qui a commencé par un désarmement idéologique. Je veux dire, on conteste, on marginalise, on stigmatise la prison, on multiplie les alternatives à la sanction. La Et puis, il y a justice une- ne fait plus peur. Ben non, parce qu'il y a un sentiment d'impunité, on le voit tous les jours, et en même temps, non seulement il y a une irresponsabilité pénale diffuse, mais aussi il y a une irresponsabilité financière. Si vous, je vais vous donner un exemple que les auditeurs vont apprécier, si vous grillez un stop où vous êtes 20-30 km/h plus au-dessus de la limitation de vitesse, vous êtes un contrevenant. On ne va pas vous dire rappel à la loi, alternative, sursis, on verra plus tard. Non. Pourquoi, ça tombe pourquoi tout de ça a suite. marché? Pourquoi aujourd'hui on a changé nos comportements sur la route? Et pourquoi on est La passé sanction tombe tout de suite. de 17 000 à 3 000 morts aujourd'hui en prenant en compte. Donc on a sauvé 500 000 vies de Donc la 1974 à répression, aujourd'hui. ça a fonctionné. La répression, sur nos la comportements. répression en fait. pénale et la répression au porte-monnaie. Sauf Mais- que cette répression, elle n'existe Elle plus n'existe comme avant pour d'autres Mais- crimes et délits. Elle Il y a s'est un chapitre- largement affaiblie. Il y a un chapitre qui est intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent. Est-ce qu'on connaît le coût de la délinquance? Justement, c'est un des problèmes qu'on souhaitait soulever, parce que, en fait, si on fait le rapport coût-dépense pour l'État, la délinquance, au final, coûte beaucoup plus cher à la fois à l'État et aux citoyens, beaucoup plus cher que l'investissement qui est mis pour, en gros, financer les forces de l'ordre. C'est-à-dire, si vous prenez le budget de la police, de la gendarmerie, de l'administration pénitentiaire, vous vous apercevez que si on mettait 10, 20, 30 milliards de plus pour en fait assurer la sécurité des Français, ça nous rapporterait de l'argent. Comme on est dans une période où on peine à boucler le budget, c'est peut-être intéressant de se poser cette question. L'insécurité, en fait, elle nous coûte cher pour tout un tas de raisons. Elle nous coûte cher en termes, par exemple, de primes d'assurance, parce que plus il y a des cambriolages, plus on va vous augmenter, à vous, qui n'avez cambriolé personne jusqu'à présent, votre prime d'assurance. Elle coûte cher quand vous prenez le narcotrafic dans certains quartiers. Elle détruit l'activité sociale et économique de nombreux quartiers. Elle détruit l'avenir d'une partie de notre jeunesse qui rentre dans le gouffre sans fin du narcotrafic. Si vous prenez les dépenses faites par les Français, vous et moi, pour sécuriser votre maison, votre appartement, vous allez dépenser en moyens, en alarmes, etc. Si vous prenez le coût des grosses entreprises en matière de sécurité privée pour se protéger, vous additionnez tout ça, vous arrivez à un certain nombre de milliards et vous dites, finalement, ceux qui, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, freinent l'augmentation du budget de la justice et des forces de l'ordre se trompent radicalement de sujet. Ils sont à côté de la En plaque. fait, il y a la dernière étude Mhm. sur le coût de la délinquance, elle date de 2009. Elle avait évalué le coût de la délinquance à 150 milliards d'euros. On était à 5,7% du PIB. On n'a jamais depuis étudié véritablement le coût de la délinquance. Et le chiffre d'affaires du narcotrafic, c'est combien? C'est entre 4 et 5 milliards d'euros par an, le chiffre d'affaires du narcotrafic aujourd'hui en France, avec environ 240 000 personnes qui sont reliées directement, employées, on va dire, par les barons de la drogue. Mais est-ce que la société est vraiment plus violente aujourd'hui qu'avant, Frédéric Lose? Oui, la société est... Ou est-ce qu'on est plus sensible à ces faits de violence? Alors, il y a les deux. La société, il y a un taux d'acceptabilité qui a baissé, donc il y a aussi mécaniquement plus de plaintes qui sont déposées, plus de faits constatés, parce que c'est vrai, aujourd'hui, par rapport aux années 70, on va déposer plainte plus facilement, ce qu'on appelle la judiciarisation. Il y a des phénomènes émergents, c'est une très bonne chose, de façon proactive aujourd'hui. Prenons les violences faites aux femmes, on incite davantage à ce que les femmes victimes viennent déposer plainte. Mais objectivement, la violence a augmenté de partout. On le voit dans les écoles, où la violence a augmenté dans les écoles. Le cadre civique, les cadres moraux qui existaient, le service national qui permettait de recenser tout le monde et de remettre tout le monde sur les bons rails lorsqu'on dérivait ou lorsqu'on était en échec Vous êtes scolaire. assez favorable d'ailleurs au retour du service national? Alors, je l'ai mis, bien sûr, parce que moi-même, j'ai fait mon service militaire dans les paras après avoir été un décrocheur scolaire et qui s'était fait renvoyer de 3 établissements. L'armée m'a remis d'équerre. Je suis favorable aujourd'hui à un service national de 10 mois, pas obligatoire, mais très fortement incitatif, universel hommes et femmes, incitatif, c'est-à-dire gratuité des formations, priorité à l'emploi, point retraite, etc., pour ceux qui vont donner 10 mois pour la nation, mais un service, non pas un service qui serait un ovni, où on parle un peu de tout et on ne sait pas quoi, orienté vers le militaire et orienté vers la sécurité, pour défendre la société.
Vous dites que Flora Kibali. objectivement, la violence a augmenté, mais moi, en lisant votre livre, j'ai fait des petites recherches et objectivement, la violence a diminué, comme le disent tous les sites de statistiques, de l'INSEE, en passant par la presse. Je vous donne juste 2 chiffres que j'ai notés. Les homicides des années 90 à aujourd'hui, ils sont passés de 3 à 1,3 pour 1000 et ce qu'on appelle la petite délinquance, comme les cambriolages, l'Observatoire scientifique du crime et de la justice dit qu'ils ont aussi été divisé par 2 de 90 à 2020. Donc aujourd'hui, ça stagne. La baisse s'est arrêtée. Donc ça, c'est une question à la limite sur les dernières années. Il n'empêche qu'il y a des facteurs, par exemple, le cambriolage a baissé pendant le Covid parce que les gens étaient chez eux. Enfin, il y a des facteurs aussi qui expliquent les chiffres. Juste objectivement, je dis pas qu'il n'y a pas de violence dans la société et qu'il ne faut pas toujours se battre pour faire baisser la violence. Juste objectivement, c'est faux de dire que la violence augmente, elle baisse. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, objectivement, parce que déjà, il faut prendre le temps long. C'est ce qui est fait dans cette étude. C'est-à-dire, oui, mais si vous Je vous ai prenez... donné des chiffres sur 35 Oui, ans. oui, non, non. Si vous prenez d'abord, l'outil statistique a été volontairement cassé. On a cassé le thermomètre, on l'a changé. On a créé... Eh oui, Vous oui, croyez c'est pas bizarre. On fait un chapitre là-dessus. Non, mais je Comment pense... on vous a caché et cassé, comment on a Voilà, cassé le thermomètre? on Comment a supprimé l'observatoire. Non, mais faut On l'a qu'il supprimé réponde. Faut qu'il réponde, oui. en 2020. Il y avait, on a mis en place les statistiques de la délinquance étaient collectées par la direction centrale de la police judiciaire pour la police et pour la gendarmerie, et ça se faisait depuis l'après-guerre. Et on voit, alors c'était pas parfait, mais c'était pas parfait dans un sens ou dans l'autre, hein, si on veut interpréter les statistiques. Moi, je me focalise pas que sur les statistiques. Je sais très bien qu'on peut les interpréter de différentes façons. Mais objectivement, et là, nous, on part des années 50, 60, en dehors des homicides, où là, je suis d'accord, les homicides, sur le temps long, ont baissé. Après, sur le temps long, la délinquance a fortement augmenté. On a un taux de criminalité pour 1000 habitants qui, dans les années, par exemple, 60, était de 15 pour 1000. Et aujourd'hui, il est à 60 pour 1000 si on prend toutes les infractions. Et ça veut dire que notre sécurité au quotidien s'est dégradée. Mais bien évidemment qu'elle s'est dégradée, sans compter que vous avez énormément de gens qui ne déposent pas plainte. Vous avez des enquêtes de victimation qui sont faites. Et on a énormément de gens... Avant, quand on se fait voler un vélo, quand on fait des choses comme ça, on se dit bon, ça sert à rien de porter plainte. Qui ne déposent pas plainte. Ça, Regardez dans les établissements scolaires. Scolaires, tout le monde vous dit qu'il y a de plus en plus de violences. Je ne parle pas même des violences à caractère terroriste, où on en était à égorger des professeurs, Dominique Bernard, Samuel Paty. Mais en général, le niveau de violence dans la société a augmenté, sur les statistiques elle a augmenté. Mais le problème, là où je suis... non pas en désaccord, mais on a cassé le thermomètre. Avant, on avait un observatoire qui dérangeait, qui a été mis en place en 2001, l'Observatoire national de la délinquance. Et on a rajouté et de la réponse pénale. Mais ça dérangeait beaucoup. Alors qu'on devrait, en termes de transparence pour les citoyens, connaître et objectiver la délinquance et la réponse pénale. On a supprimé la réponse pénale parce que c'était dérangeant. Pour les et juges, après, pour les finalement, juges. Ça dérangeait les mais magistrats. on On a supprimé l'ONDRP qui marchait bien. Et on l'a supprimé d'un trait de plume en 2020. On l'a remplacé par un service qui maintenant ne dépend plus du Premier ministre comme avant, mais qui dépend du ministère de l'Intérieur. Il est difficile de s'évaluer ça soi-même. On va continuer la discussion avec le commissaire Frédéric Lose, avec Frédéric Ploquin. Ce livre s'appelle Insécurité, stop à la descente aux enfers. Il est aux éditions Fayard. Discussion, et puis vous pourrez prendre la parole, bien évidemment. J'ai beaucoup apprécié l'ouvrage parce que, étant éducateur, quand on est sur le terrain, tout ce qui est dit dedans, c'est ce que je vois au quotidien, en fait. Il y a même certains moments où je me suis dit, j'aurais pu l'écrire moi-même parce que c'est criant de vérité. Ce que j'ai aimé, c'est l'équilibre. Mais c'est vrai que ce qui transpire à travers votre ouvrage, c'est vraiment la déliquescence de l'État. Et j'ai presque envie de parler de complicité tacite. Il y a cet exemple où vous allez voir un procureur parce qu'il y a un mec qui se fait choper pour la 4e fois pour vol. Il vous répond, je ne suis pas le toutou de Sarkozy. Il y a l'histoire des Maliens de Vincennes où la gauche est vent debout pour qu'on les régularise. Et quand Mitterrand les envoie dans une ville de gauche, les mêmes élus qui étaient vent debout vous font barrage et vous insultent parce qu'ils n'en veulent pas dans leur ville. Et vous parlez de ce déséquilibre entre la gauche qui est sur la prévention mais pas sur la répression et la droite qui n'est que sur la répression et pas la prévention. Et vous faites aussi une autocritique
sur la police, où vous dites clairement qu'il y a des problèmes de méthodologie, vous dites clairement qu'il y a certains effectifs qui ont des a priori aussi sur les jeunes de quartier, et que si on réalisait mieux que les délinquants, en général, à partir de 20-25 ans, ils sortent de cette chaîne, on aurait plus de zèle pour de la prévention dès le bas âge, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Maintenant, ma question, elle porte sur cette chose. Vous dites qu'il n'y a que 3% des containers au niveau des ports du Havre et de Marseille qui sont inspectés. C'est-à-dire qu'un narcotrafiquant colombien, grosso modo, il sait qu'il a 97 chances sur 100 de ne pas se faire gauler quand il envoie plusieurs centaines de kilos de cocaïne, ce qui est aberrant. Et vous expliquez qu'il y a un problème de concurrence vis-à-vis des ports de Rotterdam et Anvers. Donc l'État est au courant de ça. Donc l'État laisse-t-il passer volontairement les choses pour que les ports français soient aussi compétitifs, exactement. Il y a un problème effectivement de concurrence énorme entre les ports européens, premièrement. Deuxièmement, plus votre port grandit, plus il y a de trafic, ce qui est le cas actuellement au Havre, où on construit de nouveaux docks, etc. On élargit pour des raisons économiques, parce qu'on a envie d'avoir des beaux ports en France. Plus vous augmentez la surface du port, plus le contrôle est complexe et compliqué, parce que vous ne pouvez pas, effectivement, mais même d'un point de vue technique, pratique, vous ne pouvez pas fouiller tous les containers, parce que vous avez des denrées alimentaires, parce que vous avez des produits congelés, parce que vous avez des bananes qui vont mûrir, parce que vous avez tout ça. Donc, soit vous arrêtez une complaisance. Parce que vous dites que si on augmente quand même la surveillance en termes de compétitivité, on perd par rapport à... Oui, mais est-ce qu'on laisse pas passer parce qu'on aimerait effectivement que le Havre reste compétitif? Voilà, c'est ça. C'est que si vous contrôlez l'intégralité de la marchandise, en gros, vous mettez le port à l'arrêt. Voilà. Et donc, il n'y a plus ce flux. Et les trafiquants de stupéfiants, ils n'aiment rien moins que le flux. Ils se mettent dans le flux des passagers sur les avions, ils se mettent dans le flux des voitures quand ils font des go-fast, ils se mettent dans le flux naval quand ils se mettent à bord des conteneurs. Donc, vous ne pouvez pas stopper l'économie. Didier Giraud. Moi, je viens du milieu rural et il y a des phénomènes qui sont en train d'apparaître dans le milieu rural qui n'existaient pas. Dans le milieu rural, on était peut-être plus en sécurité qu'ailleurs. Donc ma question, elle est sur 2 points. Sur tout ce qui est vol, comment vous ressentez les choses? Parce que quand même de plus en plus souvent, quand on va porter plainte, alors je parle des vols de gasoil par exemple, on nous dit que c'est pas la peine et qu'on retrouvera jamais les gens et du coup je suis interrogatif sur le fait que la sécurité privée va pas se remettre en route. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est un peu lié aussi à la deuxième question qui est, on voit arriver aussi, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a après votre livre, quoi. Parce qu'on voit arriver dans le milieu rural des propositions, entre autres des jeunes, casquettes en travers, la BM, qui descendent de la cité, de la seule ville à 50 km et qui viennent proposer à des agriculteurs de planter du cannabis, quoi. C'est quoi l'étape d'après? Est-ce que le milieu rural où il y a moins de moyens, quoi. On sent quand même parfois un peu des quartiers déshérités en termes de sécurité. Est-ce que c'est pas le futur grand marché du narco, quoi, en fait, hein? Frédéric Close. C'est un tout, vous avez raison. C'est-à-dire que l'insécurité se diffuse de partout à mesure que les cadres civiques, ce qu'on appelle les mœurs, vous voyez, même les mœurs, se sont affaiblis. Il y a une attrition complète. Donc, vous prenez l'exemple du narcotrafic. Oui, le narcotrafic est en train de pénétrer, non pas simplement dans les villes portuaires, comme c'était le cas avant, Marseille, Le Havre, mais on voit autour de Marseille, par capillarité, à Nîmes, dans d'autres villes comme Avignon, maintenant Sète, etc. Et ils profitent de la libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises. C'est aussi cette conception ultralibérale de l'économie qui a favorisé tout cela. Il faut l'avoir en tête. Il y a des avantages, développement économique, etc. La France y a tiré des avantages, mais maintenant on en perçoit de plus en plus des inconvénients lourds.